Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Café Débat en ce début de semaine. Vous le savez, Café Débat, c'est l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Évidemment, pour ce numéro, nous sommes au cœur de ce déjeuner de travail sur l'intégration économique et régionale. Déjeuner de travail organisé bien sûr par le ministère de la coopération et de l'intégration africaine. Évidemment, à cette activité est associée la jeunesse CEDEAO de la Guinée, représentée par M. Dora Aboubakar Koïta, qui est en même temps acteur de la société civile, donc que nous prenons en marge de ce déjeuner de travail sur l'intégration économique et régionale pour savoir quel intérêt la jeunesse trouve à ces questions d'intégration économique, quelle peut être évidemment son implication au-delà de l'intérêt qui peut être celle de la jeunesse dans tout ça. Mais en tant qu'acteur de la société civile aussi, bien sûr, nous parlerons d'actualité politique en Guinée, la crise majeure autour de cette affaire d'élection de fichiers, la solution CEDEAO après évidemment l'audit de la mission des experts de la CEDEAO et l'arrivée annoncée de quelques chefs d'État de l'espace CEDEAO. Lui, en tant que représentant de la jeunesse CEDEAO, quelle est sa lecture effectivement de cette implication de la CEDEAO dans la crise guinéenne? Évidemment, nous parlons de tout ça. Dora Koïta avec moi ici dans le cadre de ce déjeuner de presse sur l'intégration économique. Merci d'accepter notre invitation. Merci à vous, mon cher ami. Merci de la disponibilité. Alors oui, comme je l'ai dit, le ministère de la coopération et de l'intégration africaine avec Madame Guénin a donc organisé ce déjeuner de travail. Vous y êtes associé. Je veux savoir d'abord quelle a été la raison de votre association à cette initiative pour que vous soyez associé donc à ce déjeuner de travail. Merci beaucoup pour la question. Je pense que la raison elle est toute simple. Quand on parle de la jeunesse CEDEAO, on parle de l'intégration. D'ailleurs, nous, notre slogan, c'est l'intégration est notre credo. Toutes les questions liées à l'intégration, que ce soit l'intégration économique, monétaire, que ce soit la libre circulation des personnes et leurs biens dans l'espace CEDEAO, concernent directement la jeunesse CEDEAO. C'est la seule raison. Et il faut dire clairement, institutionnellement aussi, la jeunesse CEDEAO travaille directement avec le ministère de la coopération et de l'intégration africaine. Le nom même du département indique clairement, et l'autre mission du département, en plus de la coopération, c'est de favoriser l'intégration africaine. Et la jeunesse est un instrument qui travaille pour concrétiser cette intégration et toutes les questions, toutes les activités liées à l'effectivité de cette intégration intéressent directement ou indirectement la jeunesse CEDEAO. C'est la seule raison qui nous amène non seulement à prendre part, mais aussi à être présent dans tous les aspects et préparatifs de cet événement et d'autres événements qui concernent l'intégration. Nous sommes partie prenante. Alors je constate qu'il y avait autour de la table dans ce déjeuner de travail sur l'intégration des personnalités du monde des finances parce qu'on parle d'intégration économique et financière aujourd'hui à travers l'ECO pour la CEDEAO, à travers la ZLEC pour le commerce donc régional, mais aussi il y avait des représentants des partenaires au développement, quelques ambassades, quelques organisations non gouvernementales représentées, évidemment le ministère. Donc on a parlé de beaucoup de thèmes, les questions de commerce numérique, électronique, j'allais dire, l'identification numérique, l'intégration monétaire et tout. Dans cette mosaïque de thématiques aujourd'hui, moi je veux savoir quelle est la place qu'on donne à la jeunesse dans tout ça, puisque vous êtes aux aguets de toutes les décisions qui sont prises autour de ces grandes thématiques. Quelle est la place qu'on donne à la jeunesse dans toutes ces visions que les gouvernements ont planifiées pour des dizaines d'années ou pour 15 ans à venir? La première des choses qu'il faut apprécier, c'est d'abord l'innovation qui a caractérisé ce débat. Et je pense que c'est une première qui mérite d'être félicitée, mais aussi la pertinence de la thématique choisie. C'est extrêmement important parce que l'intégration se développe
dans plusieurs dimensions. C'est pas seulement la question des frontières, c'est pas seulement la question de circulation, mais il était important aujourd'hui d'attirer l'attention des uns et des autres que l'intégration doit être effective aussi dans notre domaine, dans le monde économique et consort. Quand vous prenez l'objectif premier d'ailleurs de la CEDEAO elle-même, c'est de faciliter la coopération économique entre les États membres. Et quand tu parles des questions économiques aujourd'hui dans l'espace CEDEAO, cette question elle est caractérisée par une sorte de pluralisme des jeunes d'intégration. Vous avez l'UEMOA de l'autre côté, vous avez la CEDEAO, vous avez les jeunes ouest-africains et monétaires ouest-africains, dont notre pays est membre, et d'autres pays qui ne partagent pas la monnaie CFA comme monnaie unique. Je pense qu'il y a plusieurs zones d'intégration économique et monétaire. Le choix de cette thématique, elle était très intéressante. Vous avez vous-même suivi les thématiques qui ont été développées, les acteurs qui ont pris la parole pour nous montrer combien de fois aujourd'hui il est important de travailler sur cette intégration monétaire et économique entre nos pays. Que ce soit la monnaie unique, mais aller au-delà. Quand on parle de la monnaie unique, est-ce qu'il faut seulement avoir une monnaie qui est partagée entre les 15 pays membres de la CEDEAO? Est-ce que c'est ça l'objectif? Ou bien non, avoir une monnaie unique pour nos pays va nous permettre aujourd'hui de créer beaucoup plus d'avantages en termes d'entrepreneuriat et de beaucoup plus d'avantages en termes de création d'emplois, en termes d'investissement et d'investissement privé dans nos pays. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui méritent d'être développés. Et c'est ce qui motive d'ailleurs au niveau de la CEDEAO et au niveau des autres zones monétaires de développer davantage la réflexion pour savoir quels sont aujourd'hui les avantages et pour nous de renforcer l'intégration économique et monétaire sur cette dimension-là. Le choix de la thématique, il faut bien apprécier, mais aussi la manière. Vous avez constaté aussi les acteurs et cette mosaïque d'ailleurs d'acteurs qui étaient autour de cette table de discussion afin que chaque entité puisse avoir sa propre réflexion de la chose, puisse donner l'analyse qu'il a par rapport à la question pour nous permettre de tirer une conclusion. Quand vous prenez maintenant la jeunesse dans tous ces débats-là, toutes les thématiques qui ont un lien avec l'intégration, qui ont un lien avec les questions économiques et monétaires, les jeunes ont une place importante et incontournable dans toutes ces thématiques-là. Parce que quand vous parlez de l'emploi, c'est la jeunesse. Quand vous prenez de l'entrepreneuriat, essentiellement, c'est la jeunesse. Alors, quand vous parlez de l'innovation technologique, c'est la jeunesse. La jeunesse est au centre de toutes ces questions, raison pour laquelle il est important que toutes ces activités-là, que les jeunes soient associés et que les jeunes puissent être des acteurs. Parce que nous ne sommes pas l'avenir de demain, mais nous sommes le présent. Il faut que nous soyons acteurs de ces débats-là pour comprendre quelle est notre place, quelle doit être notre partition à jouer pour pouvoir occuper toute la place qui nous revient dans ces débats, que ce soit le débat national, sous-régional ou même continental. Je pense que notre place est incontournable et capitale dans ce débat-là. Ils ont développé l'aspect, la dimension innovation, n'est-ce pas, dans ce processus d'intégration, que ce soit politique, surtout économique. Il faut développer le numérique. Le numérique, c'est là où ils ont parlé des échanges à travers le e-commerce, mais aussi les transferts monétaires, les financements aussi des projets que les structures peuvent avoir. Est-ce qu'on peut dire que les premiers bénéficiaires de cela, si cela est concrétisé, c'est cette jeunesse qui est un peu aujourd'hui à l'aune de la révolution numérique qui doit être en même temps acteur de cette transition-là. Est-ce qu'on est prêt, pas seulement en Guinée, mais dans la sous-région? En parlant du cas de la Guinée, c'est ce que j'ai dit, c'est vrai que les jeunes sont au diapason de la chose numérique, les NTIC. Maintenant, l'infrastructure elle-même, l'outil de travail qui est l'Internet, est d'abord un souci parce qu'il y a à faire pour l'instant pour qu'on ait effectivement la disponibilité de cet Internet de haut débit pour que les jeunes puissent s'approprier de cet aspect innovation de l'intégration économique. Je pense que les préalables qui sont évoqués ils sont en train d'être réglés petit à petit. Quand vous prenez e-commerce par exemple, c'est une approche innovante et dont les jeunes sont non seulement bénéficiaires mais aussi acteurs. Nous sommes les deux en même temps parce que c'est les jeunes qui travaillent là-dessus et c'est les jeunes qui bénéficient davantage. Et l'innovation technologique nous permet de sécuriser davantage les transactions. Et ça permet la sécurisation effective des transactions, que ce soit financières et autres, qui sont faites. Et là, à ce niveau-là aussi,
aussi, c'est les jeunes qui sont concernés en premier rang. Raison pour laquelle nous sommes beaucoup plus pour la promotion de ces innovations, pour que les jeunes soient à l'épicentre de ces questions-là. Nous avons vu des jeunes qui se sont illustrés. On a pas mal de jeunes Guinéens aujourd'hui qui s'illustrent positivement dans l'innovation technologique, qui créent des choses, qui innovent, qui réfléchissent, qui ont des créations, qui ont des entreprises, qui méritent aujourd'hui, qui demandent aujourd'hui d'être poussés un peu, d'être accompagnés juste un peu, pour qu'ils puissent mettre encore en balle leur génie créateur. Je pense à ce niveau-là, c'est tout ce qui donne la dimension de cette rencontre d'aujourd'hui. Parce qu'on avait des bailleurs et des jeunes qui se sont illustrés dans des domaines donnés, ont été récompensés, ont été présentés. Ça permet à nos bailleurs, à nos autorités gouvernementales de les accompagner et de les assister. L'accompagnement en Guinée est un peu mal compris des fois, parce qu'on pense que l'accompagnement c'est seulement financier. L'accompagnement n'est pas seulement que financier. L'accompagnement est technique, l'accompagnement est institutionnel. Il faut tout simplement permettre à ces jeunes-là d'être mentalement bien préparés. Il faut mettre ces jeunes-là en relation avec d'autres institutions qui travaillent sur les mêmes thématiques que les jeunes. Je pense qu'aujourd'hui c'est extrêmement important. Et le monde est en évolution. Nous sommes dans une sorte de mondialisation, de globalisation. Ça va avec les nouvelles technologies. Ça va avec la créativité. Il faut que nous soyons en mesure de réfléchir, de créer des choses et de les mettre à la disposition du monde et de les mettre à la disposition de notre pays. Là, ce sont les autorités qui prennent cette initiative, par exemple, d'organiser ce genre de déjeuner de travail autour du thème d'intégration économique et régionale, avec toutes ces dimensions politiques, financières, numériques, ainsi de suite. La jeunesse elle-même, puisque vous êtes le président de la jeunesse CEDEAO Guinée, je suppose qu'il y a la jeunesse CEDEAO Burkina, Côte d'Ivoire, Sénégal, Bénin, ainsi de suite. Alors est-ce que vous aussi, vous avez des initiatives comme ça, indépendantes, qui ne soient pas forcément des initiatives qui viennent des gouvernements, des ministères qui organisent ce genre de séances de discussion et qui vous invitent, mais des initiatives qui sont les vôtres, vous, et vous vous trouvez entre jeunes pour aussi réfléchir sur ces questions-là que les politiques sont en train de peaufiner, mais de voir vous aussi comment vous pouvez vous positionner pour, n'est-ce pas, ne pas être que l'instrument de ces politiques-là, mais évidemment acteur de ces politiques, de ces visions à court, moyen et long terme. Je pense que la question elle est extrêmement importante. Et nous, au niveau de la jeunesse CEDEAO, nous avons nos propres instruments. Et ces instruments, quand je vous donne juste un exemple, je vous donne le Forum Ouest-Africain de la jeunesse CEDEAO. Chaque année, le Forum Ouest-Africain de la jeunesse CEDEAO, qui est cette année en sa 4e édition. La Guinée a abrité la 2e édition en 2018. C'était du 16 au 20 septembre 2018 à Conakry. Nous avons abrité. Et 2019, on était à Abidjan de 26 au 30 septembre. Cette année, nous serons au Niger, à Niamey, le même mois de septembre. Le Forum Ouest-Africain de la jeunesse CEDEAO est parti de l'idée de permettre à la jeunesse des 15 pays qui composent la CEDEAO. C'est pas seulement ces 15 pays. À chaque fois que nous arrivons à réunir les 15 pays, nous avons 2 ou 3 pays invités. Nous prenons le Maroc, l'Algérie et la France. Qui sont hors de la zone, de l'espace CEDEAO. Qui viennent pour qu'ensemble que nous puissions échanger. Comprendre quelles sont les avancées de la jeunesse durant l'année qui s'écoule, quelles sont les réalisations qui ont été faites par les jeunes, quels sont les conseils que nous pouvons donner, quels sont les encadrements nécessaires que nous pouvons apporter. Et nous sortons chaque fois par une résolution que nous donnons chaque fois le nom de la résolution à la ville qui nous accueille. L'année dernière, nous avons donné le nom de la résolution d'Abidjan. Et il n'y a pas encore 2 semaines, la section guinéenne a procédé à la remise officielle de la résolution d'Abidjan à son excellent monsieur le Premier ministre. Pour que le contenu qui intéresse les jeunes soit mis en application. Parce que nous les transmettons aux autorités compétentes pour leur permettre de cerner et de prendre des mesures, des dispositions appropriées. Pourquoi nous invitons d'autres pays qui ne sont pas membres de la CEDEAO? Parce que nous ne vivons pas forcément les mêmes réalités. Il faut permettre d'échanger avec d'autres qui ne partagent pas nos mêmes réalités pour que nous puissions tirer de ces jeunes-là qui viennent des autres pays, nous puissions tirer ce qui est positif
travailler chez eux afin de nous enrichir et puis mettre des instruments à la disposition de la jeunesse pour que la jeunesse puisse être à partir de maintenant responsable de son destin, responsable de sa vie, pour que nous puissions donner ce que nous voulons faire de nos vies et de nos réalités. Voilà. Donc ce forum de la jeunesse CEDEAO donc, est le lieu où ces jeunes de l'espace CEDEAO se retrouvent pour débattre de leur place dans les différentes politiques développées par les gouvernements de l'espace CEDEAO. Évidemment, c'est sûr que ce déjeuner de presse, comme la ministre l'a dit, aura une suite où d'autres thèmes seront encore débattus davantage, notamment la question de l'innovation à travers le numérique. Nous en parlerons à cette occasion. Le temps pour nous d'observer une petite pause. Après, on se retrouve dans la seconde partie de cette émission pour continuer à débattre cette fois-ci d'actualité politique. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Comme vous l'avez compris dans la première partie, l'invité c'est Dora Aboubakar Koïta, président de la jeunesse CEDEAO. Nous avons donc profité de ce cadre de déjeuner, de travail sur l'intégration économique et régionale organisé par le ministère de la coopération et de l'intégration. Ne vous en faites pas, avec les consignes CEDEAO, on n'était pas plus de 100 de toute façon et les consignes on va dire d'hygiène ont été respectées. Et donc en marge de ce déjeuner, nous recevons M. Dora. On parle de la place de cette jeunesse au cœur de la question d'intégration. Pour finir avec ce sujet-là, avant de parler politique, est-ce que vous pensez que concrètement, sans langue de bois, toutes ces bonnes intentions de nos gouvernements, intégration, politique, économique et tout, avec bien sûr la place qu'on donne à la jeunesse, est-ce que ça reste des discours politiques ou est-ce que d'année en année, vous, en tant que jeunesse de cet espace CEDEAO, vous constatez, n'est-ce pas, des avancées concrètes? D'abord en termes de barrières frontalières, n'est-ce pas, on doit en quelque sorte permettre la circulation des personnes et leurs biens. Or, on continue à parler de tracasseries policières à nos différentes frontières. Aujourd'hui, ce n'est pas chose facile quand vous voulez rentrer au Burkina, quand vous voulez rentrer au Mali, quand vous voulez rentrer au Ghana, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, ainsi de suite. La place de la jeunesse aussi au cœur des différentes politiques, est-ce que vous pensez qu'il y a des avancées constatables par vous, ou que ça reste seulement des vaines intentions de la part de nos politiques? Il y a plusieurs questions dans votre question. Mais ce qui est important, d'abord je commencerai par s'il y a avancé ou pas. Il faut reconnaître qu'il y a quelques avancées. Ça, c'est ce qui est responsable. Il y a quelques avancées dans tout ce qui s'est dit. Mais il y a beaucoup d'autres qui restent à faire. Il y a énormément de défis qui restent à relever pour les jeunes, pour les femmes, pour nos communautés. Et les bonnes intentions qui sont annoncées chaque fois ne sont pas toutes concrétisées. Mais nous pensons qu'avec un suivi permanent, et surtout quand la volonté est déjà exprimée, il nous revient en tant que jeunes et d'autres acteurs qui veillent à l'application de ces intentions, de démarcher davantage afin que les intentions qui sont annoncées dans les discours publics puissent se concrétiser, se traduire dans les actes concrets. Ça nous revient comme responsabilité. Mais il y a des défis encore qui restent à relever. Nous espérons que dans les années à venir, les choses vont changer. Quand on rentre dans la question de libre circulation, je pense que votre temps ne va pas suffire, parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est mon domaine préféré, ça. Alors, mais le constat global. Le constat global, il faut rappeler que 2020, ça fait déjà 41 ans que le protocole sur la libre circulation des personnes et leurs biens a été adopté par la CEDEAO. Ça veut dire l'année dernière, c'était 40 ans d'évaluation, de comprendre qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Le constat à ce niveau-là est amer un peu, parce que toutes les intentions derrière le protocole n'ont pas été réalisées. Et quand les pères fondateurs de la CEDEAO ont adopté ce protocole-là, c'était pour nous permettre aujourd'hui de casser ces barrières, de permettre de faciliter et de libéraliser la circulation entre nos pays. Oui, mais quand vous quittez seulement Conakry, vous n'allez même pas loin, n'allez pas à Kouré-Malé, n'allez pas à Sambaïlo, passez seulement par Forêt-Caria et vous rentrez par Pamalap, vous allez constater à ce niveau-là qu'il y a des difficultés. Bien. Il y a une sorte de tracasserie routière qui ne dit pas son nom, il y a beaucoup de difficultés, mais nous espérons que les autorités politiques prendront des dispositions appropriées, mais que les dispositions qui sont prises dans les discours ne se limiteront pas là. Des agents qui sont sur le terrain, les démembrements sur le terrain prendront aussi d'autres dispositions afin de faciliter l'effectivité de l'application de ces textes-là. Sinon, les textes sont très beaux, les textes sont bien élaborés,
Mais l'application à des endroits pose problème. Ce n'est pas seulement pour notre pays, mais le constat est global, général, dans tous les autres pays. L'année dernière, à Abidjan, on a eu des collègues qui venaient par la voie terrestre. On a énormément de difficultés pour qu'ils rentrent à Abidjan. Il y a eu beaucoup de choses. Nous-mêmes, on a fait beaucoup d'interventions pour qu'ils rentrent. Imaginez quand on vient parler de l'intégration, alors qu'on est bloqué. À une frontière. Vous savez, c'est ce que ça fait comme mal. Voilà, donc il y a bien de choses qui restent à faire à ce point de vue-là. À présent, on va parler de la crise politique en Guinée, qui est en cours depuis un certain nombre de mois. Spécifiquement la solution CEDEAO. Puisqu'on parle de jeunesse CEDEAO, quelle est sa lecture de l'implication de la CEDEAO? Dans un premier temps, vous avez vu que la CEDEAO a dû rappeler ses observateurs pour que le processus soit bloqué par le président, reporté à une date ultérieure. Et puis les experts de la CEDEAO sont venus travailler sur le fichier et puis ils en ont fait un audit dont le rapport a été donc rendu public. Et puis on nous annonce aussi l'arrivée de 2 ou 3 chefs d'État de l'espace CEDEAO, sans doute qui viendront aussi proposer des solutions, de bons offices en termes de médiation, malgré qu'il y a une nouvelle date aussi pour le 22 mars, donc dimanche à venir. Jeunesse CEDEAO, implication de la CEDEAO dans la crise guinéenne, quel est votre regard sur tout ça? Le regard est globalement positif de la chose. Je pense que la CEDEAO, il faut reconnaître le mérite à la CEDEAO de nous permettre d'avoir ce premier report. Parce que le report nous a permis de régler un certain nombre de choses, de calmer le jeu. Et les esprits étaient à une dimension où le Guinéen vivait avec la peur au ventre. Et personne n'était tranquille. Et il fallait nous permettre de souffler un peu, de respirer un peu. Et c'est ce que la CEDEAO a pu faire. Ça, il faut reconnaître ce mérite-là. De l'autre côté, en ce qui concerne l'envoi des experts, je pense aussi que c'était le moment. C'était opportun, c'était utile en ce moment-là que ces experts viennent. Parce que nous avons une habitude mauvaise dans notre pays. On a pris l'habitude de ne pas se faire confiance, de ne pas s'accepter entre nous Guinéens. Quand les experts guinéens travaillent, il suffit juste que son nom soit donné pour que les gens et les autres se font des préjugés, des stéréotypes. Il y a beaucoup de choses, c'est pourquoi il y a un travail sérieux et chez nous d'abord qu'il va falloir faire. Mais de l'autre côté, les experts de la CEDEAO ont fait un travail de qualité. Ça, il faut le reconnaître. Ils ont fait un travail sérieux. La solution qui a été proposée d'enlever les 2 millions et quelques sur la liste, je pense que c'est la solution appropriée. Parce que c'est des personnes qui n'ont pas accepté de revenir se faire recenser à nouveau. Si ces personnes présentent des anomalies, on ne peut que les enlever pour nous permettre d'avoir la tranquillité, la stabilité et d'aller dans ce processus-là. Malgré qu'il y a beaucoup d'interprétations, mais je pense que ces interprétations-là sont essentiellement, c'est ma lecture, sont essentiellement partisanes quand vous prenez ces interprétations. Mais qui viennent des partis politiques. Qui viennent des partis politiques, des personnes qui en réalité n'essayent pas d'analyser le contenu de la chose, mais regardent d'autres aspects qui n'ont rien à voir avec le contenu. Sinon, ça fait combien de mois les acteurs ne s'accordent pas sur le fichier électoral? On dit qu'il y a 2 millions et quelques d'effectifs, alors que ce ne sont pas des fictifs. Techniquement, en termes électoraux, ce ne sont pas des fictifs. Ce sont des personnes problématiques qui présentent des difficultés données, des problèmes donnés. Bien. Mais si ces personnes n'ont pas accepté de revenir et qu'il y a des bruits autour, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les enlever, les donner encore le temps de repasser afin que leur situation soit régularisée. C'est que la CEDEAO a fait. Même si la loi qui est le code électoral est confuse là-dessus, puisqu'elle n'autorise pas la CENI à les enlever et qu'il n'y a pas de consensus politique global. Non, il y a deux choses. De consensus politique global autorisant la CENI à les enlever, mais l'audit quand même demande qu'on les enlève. Il y a deux choses à ce niveau-là. Si la loi n'autorise pas qu'on les enlève, au même moment la loi... qu'il n'y a pas de consensus politique. J'ai bien. Au même moment, c'est la même loi qui n'est pas favorable à ce que ces personnes-là soient dans le fichier. La loi exige un certain nombre de documents qu'il faut avoir avant d'être recensé. Tu viens avec des documents. Mais l'analyse qui a été faite... si ces documents sont incomplets. Si ces documents-là ne sont pas complets au moment où tu viens pour faire le recensement, ça veut dire que toi, tu n'as pas droit à te faire recenser. Parce que les documents qui sont annoncés par la loi ne sont pas au complet. Si les personnes se sont recensées comme ça, ils n'ont pas rempli tous les critères, alors en ce moment-là, on ne peut pas évoquer une autre loi pour les disqualifier. Pour terminer, j'ai dit qu'il y a l'annonce de l'arrivée de 2 chefs d'État, tout au moins, Alassane Ouattara, Boari. Là aussi, jeunesse CEDEAO, quelle lecture de l'implication des chefs d'État pour résoudre des crises dans la sous-région en 1 minute?
Par rapport à l'arrivée des présidents, peut-être ça peut être une info première. Sûrement, les présidents ne viendront plus. Ah, ils viendront plus. Ils ne viendront plus. Vous avez l'info? Parce que là, c'est la jeunesse CEDEAO qui parle. Hein? Oui, c'est la jeunesse CEDEAO qui parle. Donc, parce que leur arrivée est annoncée pour semaine mardi. Oui, pour aujourd'hui, mardi, si on peut sûrement, les présidents ne viendront plus. D'accord. Il y a d'autres échanges en cours. Peut-être d'ici la nuit, les choses vont se confirmer. Et il y a des choses qui vont se dire. Mais l'un dans l'autre, que les présidents viennent ou pas, je pense qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Nous sommes dans une communauté, dans une organisation. Si ça ne va pas dans un pays aussi, il y a des incompréhensions, il est tout à fait normal. Notre président a fait combien de visites en Gambie, au Togo et Guinée-Bissau et d'à côté là. Je pense qu'il est important que les frères se déplacent pour venir connaître nos réalités, contrairement à tout ce qui se raconte dans les médias. C'est ça, et puis voir quelles sont les possibilités de dialogue, de discussion afin de préserver la paix sociale. C'est ça l'objet de la visite. Mais en tant que jeunesse CEDEAO, nous sommes en mesure de vous dire sûrement que les présidents ne viendront plus. Bien. J'espère que leur non-venue n'aggravera pas non plus les malentendus politiques. Inch'Allah. Merci Dora et à très bientôt. C'est un devoir. Merci à vous. Merci. Voilà, c'était tout pour ce numéro. À vous, merci de votre attention et puis à demain pour un autre numéro. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.